Tu écoutes le podcast Élever la physio avec François Grégoire. Suis-moi alors que j'explore et discute de tout ce qui concerne le marché de la physio et de la santé physique sous un autre angle, au-delà de la pratique. On va parler de l'état de la profession dans le marché de la santé physique en abordant plusieurs sujets, allant de la gestion à la psychologie en passant par les aspects sociaux entourant ou impactant la physiothérapie au Québec et ailleurs. Discutons et analysons notre marché, apprenons et trouvons des solutions pour qu'ensemble, on puisse élever la physio. Sujet super intéressant, hein, le travail autonome en physio. Et écoute, moi, tout ce que je trouve important là, dans notre domaine, qui, comme les autres domaines professionnels de façon générale, peut-être beaucoup en santé aussi, est souvent très conservateur. Personnellement, je trouve ça bien important qu'on parle de ce genre de trucs-là. Travail autonome, employé, c'est un sujet parmi tant d'autres. Et la raison pour laquelle j'enregistre ce podcast-ci, c'est simplement pour expliquer quelques trucs en lien avec le risque aussi associé à se lancer comme travailleur autonome ou peut-être pas le risque, là, mais si on peut parler de myth-busting, là, c'est un peu mon objectif de ce podcast-ci. Pourquoi je fais ça? Ben, juste pour rééquilibrer un petit peu le discours, mais aussi parce que je dois dire, il y a au moins une personne qui est venue me dire que je faisais la promotion du travail autonome puis qui me demandait est-ce que moi, j'avais des collègues qui étaient travailleurs autonomes chez nous? Ben, la réponse, c'est non. Là. Premièrement, pour ceux qui ne le savent pas, là, je suis fondateur puis président chez Mouvement Physio. Depuis, c'est une clinique, j'ai commencé là, en achetant la clinique d'une physio qui prenait sa retraite en décembre 2010. Donc, ça va faire 14 ans là, cette année, dans quelques mois. Chez nous, mes collègues en physio, 100% les physiothérapeutes et les technologues, 100% sont employés. Même moi, je suis employé de ma propre entreprise, même si j'ai été longtemps travailleur autonome, surtout avant là, d'être chez Mouvement Physio, sauf un petit quelques mois là, dans mes 3 premières années de pratique avant que je sois propriétaire, là, si on veut. Alors, j'ai été les deux. Aujourd'hui, je suis employé. Notre mission chez nous, c'est d'aider la population à vivre sans douleur. Puis notre mission, c'est d'aider 100% des gens à vivre sans douleur. Évidemment que je l'ai organisé dans ce que j'ai eu à faire là, comme organisation d'entreprise. J'ai organisé Mouvement Physio de la meilleure façon possible. Évidemment, pas toujours sans erreur. Pour qu'ensemble, moi et mes collègues, on arrive à répondre à cet objectif-là, à cette mission-là, à cette vision-là, pour arriver à accomplir notre mission puis notre vision, nos conditions de travail. Et nos conditions de travail, ça inclut pas juste le salaire, ça inclut un paquet de trucs, puis ça, tout le monde le sait. Ça doit être excellent. Les conditions de travail doivent être bonnes. Il n'y a pas personne qui peut thriver dans un milieu, que ce soit un milieu de pratique, un milieu de travail ou une profession de façon plus large qui ne thrive pas ou qui est réductionniste ou qui rabaisse. Et bon, rapidement, c'est un de mes objectifs avec ce podcast-là, de aussi discuter de ce genre de choses-là pour... Je pense pas que si je peux avoir une goutte d'impact positif dans tout ça, je peux pas prendre l'évolution de la physio sur mes épaules, évidemment pas, mais j'essaie de faire ma part et j'invite tout le monde à faire de même, évidemment. Ce que je prends sur mes épaules, par exemple, c'est la responsabilité, ou en tout cas une partie de la responsabilité de la pérennité de la physio. Parce qu'on est en contact avec la population en première ligne, directement, chaque jour en privé. Et ça, c'est un privilège qu'on a. Il faut l'utiliser positivement pour la profession et évidemment, surtout pour la population. Mes collègues puis moi, on doit offrir un service qui agit comme catalyseur de la promotion de la physio auprès du grand public. C'est hyper important. Quelqu'un qui n'est pas capable de faire ça ne devrait pas être en contact avec la population en première ligne. On doit prendre, sans se mettre de pression, mais juste dans le fond d'offrir plutôt un service excellent, une excellence dans notre service pour agir comme catalyseur de la promotion de la physio auprès de la population. Alors le modèle que j'ai construit, d'après moi, là, c'est le modèle qui est le meilleur pour pouvoir y arriver avec aucun
professionnels de la physio comme travailleurs autonomes. Évidemment, les gens qui ont le goût de venir participer à ça travaillent avec nous ou vont travailler avec nous dans le futur. Mais dans tous les cas, la raison pour laquelle je parlais du travail autonome, c'est simplement parce que ça semble être quelque chose de nouveau et de populaire ou qui est en augmentation. Puis je pense que c'est important que tout le monde comprenne un peu les enjeux qui sont derrière ça. Aujourd'hui, sur le podcast, on parlait de myth-busting tantôt, je vais parler de 3 choses qu'il faut vraiment savoir avant de se lancer comme travailleur autonome et je vais démolir un peu les mythes de ce que ça peut avoir. Et moi, l'objectif, c'est pas de rabaisser du tout l'entrepreneuriat et dans le fond, tu vas comprendre en écoutant. Là. Au contraire, je pars de là. Moi, quelqu'un qui veut se lancer comme travailleur autonome, je l'encourage à le faire parce que c'est le premier pas vers l'entrepreneuriat. Ça pourrait rester le seul pas, de ceci étant dit. Mais dans tous les cas, je pourrais jamais. Les entreprises sont trop importantes de par leur vision puis leur mission en termes de ce qu'ils sont capables d'apporter à la population, à la société et j'espère de plus en plus et encore toujours plus aussi aux employés, hein, à nos collègues. C'est tellement important. Alors, impossible pour moi de rabaisser l'entrepreneuriat. Alors, aujourd'hui, je parle de 3 choses qu'il faut vraiment savoir avant de se lancer comme travailleur autonome en physio. Hint, hint, on va parler d'argent, hein, ce méchant tabou. On commence 3 mythes, ou en tout cas 3 choses à savoir avant de se lancer comme travailleur autonome. J'espère que ça ne va pas décourager des gens de le faire, mais je pense que c'est important d'en parler dans tous les cas, compte tenu que on apprend beaucoup sur le tas quand on se lance en affaires et c'est important, c'est important de peut-être essayer d'éviter les erreurs des autres. Des choses à savoir par rapport à ça. Premièrement, le numéro 1, devenir travailleur autonome, c'est de l'entrepreneuriat. D'abord, j'aimerais dire que se lancer comme travailleur autonome, c'est de l'entrepreneuriat. On appelle ça solopreneur. Hein? Il y a un terme pour ça. Tout ce que moi et mes collègues, on gère sur une base régulière chaque jour de l'année, et ça inclut, oui, des soirs et des fins de semaine, c'est exactement ce dans quoi tu t'embarques en devenant travailleur autonome. Tout sauf une chose, les ressources humaines. Là, si tu es seul, évidemment, tu n'as pas d'employé, donc tu dois gérer tout ça. La comptabilité, le marketing, ton site web, les relations externes, la toilette qui pète, sauf évidemment quand tu es seul, les ressources humaines. J'ai moi-même commencé ma carrière comme travailleur autonome, puis j'ai valsé entre employé et TA jusqu'à ce que j'achète la clinique d'une physio qui prenait sa retraite en décembre 2010. Je pourrais parler davantage de mon aventure là, entrepreneuriale éventuellement, mais je peux dire qu'à ce moment-là, j'avais acquis un peu d'expérience à gauche et à droite, puis mon objectif, c'était de faire les choses à ma façon. On parle de décembre 2010. Comme n'importe quel entrepreneur, un jour ou l'autre, évidemment, tu vas arriver à te poser la question où la situation va simplement se présenter à toi aussi. Là. Est-ce que c'est le temps de grandir? Alors, à ce moment-là, tu as le choix. Hein, puis là, quand est-ce que ça se présente? Bien, ça se présente quand tu es bien occupé, quand tu n'as pas de place dans ton horaire, quand tu te sens mal de refuser des gens, quand tu essaies de balancer ta vie personnelle et professionnelle et que tu trouves que ça commence à être un peu essoufflant, ta vie professionnelle. À ce moment-là, tu as le choix. Tu peux rester travailleur autonome comme un one-woman show ou un one-man show ou un one-man army, one-woman army, et puis c'est bien correct comme ça. Mais la question que c'est important de te poser à ce moment-là, c'est est-ce que je veux voir des patients 35 heures par semaine pendant 35 ans? Si la réponse c'est oui, ou en tout cas du moins pendant 30 ans, ou peut-être 28 heures par semaine pendant 30 ans, ou bon, tu comprends le principe. Alors peut-être que la réponse c'est oui, puis c'est bien parfait comme ça, tu peux passer à la prochaine étape. Jusqu'à ce que tu changes d'idée peut-être, parce qu'on sait, hein, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. La prochaine étape, c'est de grandir, tu sais. Et comme travailleur autonome, si tu grandis pas, ben, il y a des conséquences à ça aussi. Faut garder ça en tête. Si ta réponse est non, donc si tu te vois pas être professionnel de la physio aussi longtemps, autant d'heures par semaine dans ta carrière, compte tenu que ton salaire, c'est ton profit, comment est-ce que tu vas réduire ton nombre d'heures de pratique? Donc, c'est ça le dilemme. C'est quand tu veux grandir professionnellement en physio, tu peux faire de la formation continue, mais tout ça va avoir une limite quand même sur ton sentiment de croissance ou de grandir finalement. Alors, pour faire autre chose que juste voir des patients, ce qui est essentiel, mais ce qui peut être difficile sur autant d'heures par semaine pendant autant d'années,
tu veux réduire ton nombre d'heures de pratique, mais si tu réduis ton nombre d'heures de pratique, tu as les mêmes frais fixes et tu as moins de profit, tu as moins de revenus, donc moins de profit. Alors, comment est-ce que tu remplaces ce revenu-là? Si tu pratiques moins, tu fais quoi d'autre qui te drive et j'espère qui est bon pour la physio? Alors, peut-être qu'ici, on a un élément là, qui favoriserait l'attrition en physio, arriver dans un mur après 10 ans, avoir vu beaucoup de patients, puis se dire, ben là, ça fait 10 ans, je fais la même chose, j'ai le goût de faire autre chose. Est-ce que là, à ce moment-là, tu vas prendre la décision de grandir comme entrepreneur finalement, puis de grandir l'équivalent de ton entreprise, ou est-ce que tu vas changer de domaine? Et c'est ça qui est bien triste pour la physio. On reviendra sur l'attrition plus tard. Alors, évidemment, puis évidemment, c'est loin d'être le seul risque pour l'attrition, mais on viendra à ce sujet-là, évidemment, dans d'autres podcasts, qui est un sujet passionnant, triste, mais passionnant, et sur lequel on doit se pencher, et pour lequel on doit en parler, pour mieux le comprendre, et élever la physio, évidemment, c'est ça l'objectif. Alors, je lance un message à tous les travailleurs autonomes qui sont rendus là, quitte pas la physio, tu as des options. Je suis certain que beaucoup de milieux sont prêts à te recevoir, soit pour t'aider à continuer à grandir, toi, comme professionnel, ou grandir ton entreprise, ou simplement t'offrir une place de choix chez eux. Donc, je pense que ça vaut la peine de se dire que tout jeter en même temps, on dit jeter le bébé avec l'eau du bain, là, ça peut être mauvais. Je peux comprendre que dans une situation parfois un peu de crise où nos émotions sont au maximum, ça devient difficile de prendre un pas de recul. À ce moment-là, prendre un pas de recul afin de prendre une bonne décision, ça devient probablement la meilleure chose à faire. Et un pas de recul, là, ça peut être de prendre 4 semaines de vacances pour vraiment déconnecter complètement puis se remettre en question sur où est-ce qu'on veut s'en aller. C'est important. Je pense que c'est une bonne chose de faire ça avant de prendre des décisions qui sont importantes dans la vie, autant professionnelle que personnelle. Mais là, je suis pas un conseiller, là. On pourra, je vais te laisser avoir d'autres lectures ou d'autres écoutes sur du conseil psychologique personnel que moi. Une des façons de grandir comme travailleur autonome en physio, c'est de progressivement t'entourer de gens qui croient dans la même vision et la même mission que toi, à qui tu vas transmettre ta passion, puis tes connaissances, sans compter, hein, c'est bien important. Là, on parle de jour, soir, fin de semaine, pour leur bien à eux, hein, pour le bien des patients, pour le bien de la profession, pour ton bien à toi aussi. On sait qu'il y a de la recherche sur les risques de dépression et de burn-out. Puis il y en a même en physio. Il y en a au moins un, en tout cas, je connais. Et on sait qu'être un mentor, ça a un impact positif, en fait, sur le risque de burn-out, là. Donc, ça réduit le risque de burn-out. Être mentoré, ça réduit le risque de burn-out, mais être un mentor, ça réduit aussi le risque de burn-out. Alors, de redonner sans compter, ça fait partie de ton travail si tu en as envie. Alors ça, c'est une façon de grandir. On parle, et ça, c'est la définition de grandir une clinique en physio, finalement, ce que je viens de dire. Et j'espère que c'est ce que j'ai réussi à faire. Et ben, j'ai pas fini, hein. On apprend, puis c'est certainement la plus belle école au monde. Et la raison pour laquelle je suis rendu où est-ce que je suis, ben, c'est grâce aux gens qui ont pardonné mes erreurs parfois, puis qui ont cru dans ma vision, puis dans ma mission, qui en ont fait la leur, eux aussi. Alors, en t'entourant de gens qui te ressemblent et qui t'aident à accomplir ta mission, ta vision, ben, tu t'ajoutes facilement la tâche de prendre soin de ces gens-là. Et ça, c'est les ressources humaines. C'est ce qui fait la différence. Bon, on peut appeler ça comme on veut, hein. Il y a bien des entreprises là, en 2024 qui vont donner d'autres titres là, que les RH, là, qui est comme le terme pur et dur là, que tu verrais au HEC. Gestionnaire RH. L'ordre des CRHA, par exemple, bon, etc. Gérer des humains, leur capacités, leurs défauts, leurs besoins de grandir eux aussi, leurs erreurs, leurs bons coups, ça prend du temps et de l'énergie. C'est la job de manager, c'est la job de gestionnaire. Et ça, c'est une des tâches que comme entrepreneur, tu dois prendre et que tu dois réussir si tu veux avoir du succès pour toi. Pour la physio en général, évidemment, et pour tes collègues qui, eux, le succès dépend en partie de toi dans ce genre de trucs-là. Alors, un sujet très passionnant. On pourrait quasiment recevoir quelqu'un là, qui viendrait me parler des ressources humaines dans un autre sujet pour le podcast. Donc, c'est important de voter, là. Quand je donne des sujets comme ça, si tu m'écoutes, écris-moi pour me dire, ah, tel truc, je pense que ce serait une bonne idée d'en discuter. Ça, je trouve toujours ça le fun.
Si jamais tu connais des gens qui ont le goût d'en parler ou si toi, tu as le goût d'en parler, écris-moi. Deuxième chose, en restant travailleur autonome toute ta carrière, quelle est la valeur que tu crées? Et là, c'est peut-être un peu tabou, là, ce qu'on va discuter, mais peut-être que tu viens de l'apprendre là, dans le podcast aujourd'hui, mais être un travailleur autonome, c'est être un entrepreneur. Puis être un entrepreneur, c'est pas une job, c'est un mode de vie. Alors, quand tu quittes ton poste de physio, par exemple, là, si tu travailles dans le système public, dans une clinique privée et que tu deviens travailleur autonome, tu laisses pas ta job pour une autre job. Tu laisses ta job pour un nouveau mode de vie. Comme entrepreneur, tu vas travailler tout le temps. On en a parlé un petit peu tantôt. C'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à gérer. Je pense honnêtement que n'importe qui peut apprendre n'importe quoi puis devenir bon. C'est une question de capacité probablement. Il suffit vraiment juste d'être patient, résilient et de travailler fort. Moi, ça m'a pris des années avant de comprendre qu'être en affaires, c'est un mode de vie. Pas eu une tonne de coach ou de mentor, un peu. Mais en tout cas, ça, c'est pas quelque chose qu'on m'avait dit. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai appris sur le tas. Alors, à cause de ça, j'ai été longtemps frustré. Hein. Pourquoi moi, je peux pas prendre des vacances en paix? Pourquoi il faut que je prenne des courriels en vacances? Mais c'est vraiment une question de mindset. Accepter la situation dans laquelle tu es ou quitter, c'est les deux options. Accepter ce que tu as. C'est parfois la plus facile même, peut-être la plus difficile, mais la plus facile, en tout cas, ça dépend toujours de dans quoi est-ce qu'on s'embarque. J'aime beaucoup trop ce que je fais pour quitter, puis c'est pour ça que je suis encore là. Alors, évidemment, il y a deux choses qui se sont produites au fur et à mesure que euh, Mouvement Physio grandissait, c'est que il y a des gens talentueux qui ont du caractère, qui ont cru dans qu'est-ce que je faisais et qui aujourd'hui m'entourent encore. Alors, faire tout ça tout seul, c'était devenu difficile. Alors, bien s'entourer, c'est important. Le plus le faire tout seul, c'est sûr que ça aide, évidemment, mais aussi accepter que tu te trouves dans ton cas ou je me trouve dans mon cas dans cette situation-là et faire le choix volontaire de rester, ça vient baisser beaucoup cette pression-là. Alors, comme je disais, comme entrepreneur, tu vas travailler tout le temps, le jour, le soir, la fin de semaine. Pas parce que tes mains sont sur un patient, plus parce que c'est ta business. Puis quand c'est ta business, tu peux mettre de l'énergie dessus de façon infinie. Tu peux toujours faire quelque chose. Tu vas toujours, avec ta business, avoir un rond allumé, là, un rond de poêle allumé, même si c'est un rond dans le fond puis qui est à feu doux mijoté. Il va toujours être là, ce rond-là. Il y a toujours un petit quelque chose qui est à faire, répondre à des courriels, changer une poignée de salle de bain, de porte de salle de bain, même changer une flange de toilette, réparer un mur brisé, répondre à telle question. Tu vas avoir plein d'idées aussi. Donc, ton cerveau lui-même va être dans un état de je suis en affaires, je veux réussir, j'ai des idées, je veux les accomplir. Les gens vont t'en parler. Donc, même quand tu n'es pas en train de travailler, les gens vont te parler de ce que tu es en train de faire. Les patients vont t'écrire. Tu vas recevoir des courriels, des messages. Hein, aujourd'hui, là, mettre un courriel auto-reply parce que je suis en vacances sur ton email, ça vaut ça vaut quelque chose peut-être, mais ça vaut pas grand-chose parce que tu peux me rejoindre sur LinkedIn, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, name it, là, sur Google Chat. Tu peux pas mettre un auto-reply partout. Alors, c'est correct d'accepter que c'est possible que les gens t'écrivent. Mais si les gens t'écrivent, c'est qu'ils veulent ton opinion, ils veulent que tu les aides. Faut se valoriser de ça au lieu du contraire. Je dis pas que c'est facile, mais c'est important quand même de s'en aller dans cette direction-là au niveau de ton mindset. Hein. Un dégât d'eau dans ton local, si tu travailles en quelque part, à moins que tu travailles dans chez vous, tu vas avoir peut-être une relation avec le propriétaire, d'où est-ce que tu loues ton local. Alors, et j'en passe, là. On pourrait sortir 2500 exemples de choses qui vont se produire autres que de voir des patients. Alors, c'est impossible de limiter ça et se battre contre ça, ça prend plus d'énergie que de l'accepter. Et plus tu emmènes large dans la vie, plus tu es impliqué,
plus il peut se passer de choses, plus il se passe de choses, puis plus il peut se passer de choses, et surtout, plus il peut se passer de choses imprévisibles. Alors, peut-être un petit conseil comme ça, le vase, quand il est toujours plein, puis qu'il y a quelque chose d'imprévisible, puis plus tu emmènes large, ben, plus il va déborder. Alors, c'est important d'essayer de garder cet équilibre-là dans la vie, de se dire, ben, je me garde un petit buffer dans mon vase. Tu sais, j'ai une journée par semaine où je réponds à des courriels ou des trucs comme ça, où la journée est un petit peu moins remplie, pour faire en sorte que quand il arrive des imprévus, ça déborde pas tout le temps, parce que ça prend de l'énergie aussi. Alors, tu peux te mettre des limites bien rigides, là, c'est pas ce que je vois le plus, des gens qui se mettent des limites très rigides, et se dire non, 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 ça c'est ma santé mentale, non, 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 ça c'est en séparant ton temps personnel versus ton temps de travail, mais je te le dis, si t'es trop rigide, puis que tu te bats constamment contre des nouvelles responsabilités, tu vas péter aux frettes. Mets-toi des limites, évidemment, prends du temps pour toi, mais accepte que toi, c'est ta business, puis que ta business, c'est toi. Je pense que la meilleure façon de baisser la pression de toujours se battre contre toutes les choses à faire en affaires, c'est justement ça. Avec tout ce temps, hein, et cette énergie que tu y mets, là, j'arrive à notre point le plus important. Peut-être là, suite à cette suggestion-là, et parfois même au détriment de ta santé. Certainement, je pense qu'il y a des gens en affaires qui vont se reconnaître. Parfois, on travaille fort au détriment de nous-mêmes. Ce serait le fun que ça prenne de la valeur. Ça serait le fun que tout ça, c'est pas en vain, puis que c'est pas juste ton salaire que tu te payes, puis que tu peux se revendre ça à ta retraite. Malheureusement, pour nous en physio, la clientèle, ça vaut à peu près rien en termes de valeur de revente. La clientèle, c'est notre vie, évidemment. Il faut comprendre ce que je veux dire. Mais vendre de la clientèle en physio, on voit pas ça vraiment. Dans le dentaire, par exemple, la clientèle vaut quelque chose. On parle de dossier à ce moment-là. Par exemple, un dentiste qui vend 1000 à 1500 dossiers de patients, dépendamment de la qualité de la relation avec le patient. Donc, est-ce que ce patient-là est pas venu te voir depuis 10 ans, évidemment, donc ça va avoir un impact négatif sur sa valeur, mais on parle entre 100 et 300 dollars là, pour des dossiers dans le dentaire, peut-être plus. Moi, c'est des chiffres que j'ai. Alors, pourquoi? Mais parce que les dentistes font de la prévention. Les dentistes ont réussi à développer une relation à long terme avec leurs patients, comme les pharmaciens, les optométristes, les médecins, mais pas nous en physio, pas les physiothérapeutes. Le gouvernement fédéral subventionne maintenant les soins dentaires pour une grosse partie de la population. La santé mentale, c'est important. Le gouvernement rembourse des soins dentaires, les soins médicaux, évidemment, certains trucs au niveau pharmaceutique, avec certaines assurances obligatoires, mais avec une partie qui est remboursée publiquement, en optométrie aussi. En santé physique, encore les physiatres. Là, en physio, il n'y a pas grand-chose. Comment est-ce que la physio peut se rendre là? En prévention, puis qu'on soit les préférés de la population. Ça prend de l'efficacité, il faut le prouver. Il faut prouver notre efficacité en physio. Ça serait probablement, encore une fois, un sujet intéressant ou des sujets intéressants à aborder dans les prochains podcasts, je te le dis. C'est pas les idées qui manquent. Alors, ceci étant dit, si le dentiste travaille 80 heures, 100 heures par semaine, peut-être qu'il voit des patients 35, 38 heures par semaine. Mais quand on est en affaires, on travaille tout le temps. Ben, un jour, sa clinique va valoir quelque chose. En physio, comme travailleur autonome, quand tu vas arrêter de pratiquer, tu vas juste fermer ton horaire, puis ça va être ta dernière journée. Ça n'aura pas pris de valeur si tu es seul dans un local, si tu es seul dans ton sous-sol. Et c'est correct comme ça. Mais il faut être correct avec le fait que si je mets 80 heures par semaine sur mon entreprise, ben que je me paye 35-40 heures, l'extra, c'est parce que j'aime ça. Ça prendra pas de valeur. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on fait dans la vie pour de l'amour et de l'eau fraîche. Et ça peut en faire partie si on réfléchit pas correctement avant d'aller de l'avant. Troisième point, est-ce que c'est plus payant? Et là, on est dans le tabou, puis pas à peu près dans ce podcast-là en physio. Là, c'est difficile de parler de ce genre de choses-là parce qu'on est souvent né pour un petit pain. Et ça ne veut pas dire de rendre les choses moins accessibles à la population, mais c'est parce que c'est des réalités. On n'a pas parlé d'argent dans les deux podcasts que je viens de faire avec des gens qui sont travailleurs autonomes. Puis des gens me disent, sous le couvert de l'anonymat, que la seule raison pourquoi les physios s'en vont travailler autonome, c'est faire plus d'argent. Parce qu'on fait plus d'argent comme physio, est-ce que ça peut être plus payant? Peut-être, mais pas tant que ça. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le calcul ensemble? OK.
On va faire le calcul d'un physio qui commence comme travailleur autonome, par exemple, OK, qui a un horaire plutôt ouvert 30 heures par semaine, OK, comme travailleur autonome. 30 heures par semaine, il voit des patients 45 minutes, il se garde un 15 minutes de buffer pour faire de la paperasse. Parce que là, évidemment, finir ton dossier, faire payer le patient, donner un prochain rendez-vous, ça prend du temps. Tu peux pas faire ça à même la séance. Alors, tu te dis, ben moi, je fais des séances de 45 minutes, je prends 15 minutes de buffer entre mes patients. Puis, je l'ouvre 30 heures par semaine, peut-être sur 4 jours, peut-être sur 5 jours. Je vais avoir, par exemple, mettons, en commençant surtout, mais tu sais, il faut prendre ça en considération, là, c'est un horaire 100% plein tout le temps. C'est plutôt rare. Alors, mettons, disons là, qu'on a 25 patients qui se présentent sur 30 par semaine sur un an. Un an, c'est pas 52 semaines de travail, hein, c'est 45, 46 semaines de travail. Mettons plutôt 45 hein, pour parler d'imprévus, de vacances, de congés, de formation, de maladies. Hein. Donc, 30 heures par semaine, 25 patients se présentent sur ces 30 patients potentiels-là, à 100 pièces chacun, pendant 45 semaines. Faites la multiplication, ça donne 112. Qu'est-ce que ton employeur, généralement en clinique, paye, que toi, tu vas devoir te payer à toi-même comme travailleur autonome? Et là, peut-être que ça va être difficile de le visualiser là, au niveau auditif. Puis si jamais ça t'intéresse, tu me diras si tu veux mon calcul, je pourrais le mettre en quelque part, là, parce que visuellement, c'est certainement plus facile à voir. Mais comme travailleur autonome, mettons que tu prends 2000 pièces de formation continue par année, alors c'est moins 2000. L'OPPQ, hein, c'est autour de 800 dollars, donc moins 800 dollars sur ton salaire. Il y a une partie sur ton salaire que tu vois là, quand tu travailles comme employé de RRQ, ton employeur paye le même montant. Alors peut-être que tu le sais pas, mais comme travailleur autonome, ce montant-là, ben, toi, tu deviens employé et employeur comme travailleur autonome. Alors tu dois payer ce montant-là. La RRQ, c'est jusqu'à, en ce moment, là, on est en 2024, là, ce que j'ai regardé comme chiffre, c'est jusqu'à 8 696 dollars pour un salaire au-dessus de 73 200 par année. L'échelle a changé un petit peu là, dans les dernières années, mais mettons, si on se dit là, c'est jusqu'à 8 696 dollars, ben, la moitié de tout ça, c'était ton employeur qui le payait. Maintenant, c'est toi qui dois le payer. Dans le fond, enlève 4 348 dollars à ton salaire. OK? 4 semaines de vacances. Donc, moi, je connais la plupart des gens ont du 3 semaines de vacances. Je vais prendre une quatrième semaine. C'est 8 c'est 9 000 piastres. Si on prend toujours aux 112 500 de salaire là, qu'on avait tantôt, de rétribution, hein, comme travailleur autonome, là, ce n'est pas un salaire, c'est de la rétribution. Ensuite de ça, il y a des fériés. Au Québec, il y a 8 fériés payés par année. Et c'est pas toi qui les paye, c'est ton employeur qui te paye pendant que tu travailles pas. Il y en a 8, plus il y a 2 jours de maladie obligatoires que les normes du travail obligent les employeurs à payer. Alors, c'est 10 jours par année. Hein, c'est un autre 2 semaines. Donc, la moitié de notre 9 000 de tantôt, 4 500 dollars. Hein, que quand tu prends des vacances, premièrement, tu ne vois pas de patient, donc tu n'as pas de revenus. Puis, ben, ça te coûte des sous prendre des vacances. Alors, c'est ça, là, ça prend un petit bout de temps avant de s'y adapter, je te le dis tout de suite, d'avoir comme un double coût là, à prendre des vacances. Donc, ben, c'est ça. Donc, férié plus maladie. 8 fériés par année, là, on peut les faire ensemble. Janvier, ensuite de ça, il y a au moins un jour à Pâques. Ensuite de ça, il y a la fête des Patriotes en mai. Juin, la fête nationale, la Saint-Jean. 1er juillet, après ça, on passe l'été, on s'en va à la fête du travail, l'Action de grâce, puis Noël. Donc, c'est 8 jours, plus 2 jours de maladie, on est à 10 jours, 4500 pièces. Salaire perdu pour formation maladie. Autre que ça, j'ai mis 5 jours. Tu sais, la formation, 5 jours en semaine, c'est fort possible en physio par année. Donc, c'est 2%. L'équivalent d'une semaine, c'est 2250 dollars. Alors, on est parti là, avec ce calcul-là de 112 000 revenus, hein, parce que comme travailleur autonome, ton salaire, c'est ton profit. 112 500 de revenus, moins là, avec ce que je viens de dire, ça nous donne, on est rendu à 89 602 dollars là, en ce moment qui nous reste dans nos poches. Sauf que là, il y a des dépenses, là. Il n'y a pas juste qu'est-ce que l'employeur payait. Des dépenses, par exemple, le loyer. Hein, j'entends parler de entre 800 et 1200 dollars là, pour louer un local. Évidemment, ça dépend toujours de ce que ça inclut, hein, parce que quand tu loues un local, est-ce que tu loues juste le local? Est-ce que tu loues le local puis les outils? Est-ce que tu loues le local, les outils, la machine débit crédit, la gestion d'une agente ou d'un agent administratif? Mettons 1000 dollars, c'est 12 000 dollars par année. Donc 1000 dollars par mois. Est-ce que ça inclut le chauffage, l'électricité? Hein? Il y a plusieurs choses à prendre en considération. Là. Habituellement, dans les sous-locations comme ça, c'est tout inclus. Outils, fournitures,
hein, mettons du tape, name it, là, ce que tu veux acheter, là, des élastiques, des TheraBand, est-ce que tu fais des aiguilles, est-ce que tu fais du RPP? J'ai mis 50 $ par mois. C'est un logiciel de gestion de rendez-vous. Peut-être que tu prends celui qui coûte le moins cher, mais peut-être que c'est le moins efficace. C'est le moins efficace aussi. Ça, je te laisse décider, là. Au Québec, on a quelques options. Pas des tonnes, mais quelques options. J'ai mis 200 $ par mois. Peut-être que ça te coûte moins cher avec Go Rendez-vous ou avec juste gérer tes rendez-vous là, avec une feuille Excel. Mais mettons à 200 $ par mois, où tu peux faire intégrer, par exemple, là, du virtuel, etc. Alors, c'est 200 $ par mois. C'est des frais de crédit et bancaire. Alors, si tu es travailleur autonome et tu prends des cartes débit crédit, ben, je peux être obligé de te dire, c'est pas gratuit. Il y a des frais associés à ça, hein, des frais de carte de crédit. Ça peut aller rarement en bas d'1,5 % de la transaction pour les cartes de crédit. Ça peut aller jusqu'à au-dessus de 2 %. Évidemment, plus ton patient a une carte fancy qui redonne beaucoup de points et de trucs comme ça, mais plus ça te coûte cher comme entrepreneur. Alors, peut-être que je viens de t'apprendre quelque chose. Les points accumulés, puis les bonus, puis tout ça là, sur les cartes de crédit, c'est pas les compagnies de crédit qui payent ça, c'est beaucoup les entreprises qui prennent ces cartes-là. Alors, on est obligé, ceci étant dit, tout le monde paye avec une carte de crédit. Donc, un pourcentage entre 1,8 et 2,5 %, mettons, de chaque transaction sur ta machine débit crédit. Et c'est quand même un haut pourcentage de gens qui payent crédit. Là, c'est peut-être 65-70 %. Ça doit varier selon les régions au Québec. Des gens qui payent débit, on parle de entre 6 et 10 sous, peut-être 12 sous, peut-être plus là, pour les plus petits joueurs là, de machines débit crédit. Alors, frais crédit et bancaire, parce que là, un compte de banque d'entreprise, as-tu une marge de crédit? Est-ce que tu as des frais professionnels sur ce compte-là, etc. J'ai mis 1000 $ pour l'année. Publicité et marketing, est-ce que tu fais de la pub sur Facebook, sur Google Ads, sur TikTok, sur LinkedIn, name it. Il y a un paquet de trucs que tu peux faire. Peut-être que tu peux être un commanditaire pour un événement, pour une école, pour peu importe. J'ai mis 1000 $ pour l'année. Outils et sites web, outils de gestion en ligne, site web, bon, tout ça, c'est pas gratuit non plus. Est-ce que c'est toi qui le fais? Est-ce que c'est toi qui l'entretiens? Puis juste l'hébergement, ça coûte quelque chose. J'ai mis un autre 1000 $ avec toutes ces dépenses-là. On est passé d'un salaire de 112 500 par année, puis on est arrivé à un salaire de 71 602, ce qui est probablement pas tellement loin d'un physio qui rentre sur le marché du travail. Alors, techniquement, plus ça fait longtemps que tu pratiques, ben, plus tu vas devoir augmenter tes tarifs à tes patients pour justifier finalement, dans le fond, le fait que tu as plus d'expérience puis que tu devrais être plus haut en termes de rémunération parce que ça fait 5, 6, 10 ans que tu pratiques. Et là, oublie pas une chose, ce 71 602 $-là, il est brut. Hein? Personne verse tes impôts. Donc, on parlait de la RRQ tantôt, le RQAP, toutes les autres. Donc, je t'explique rapidement. Quand tu es employé, sur ton slip de paye, tu as une partie de déduction à la source que ton employeur prend sur ta paye puis envoie directement au gouvernement. Mais il y a une partie aussi que ton employeur paye sans que tu le vois passer, comme sa partie de la RRQ, par exemple. OK? Donc, tout ce qui est déduction à la source, là, on parlait de RQAP, Fonds de santé, solidarité, services sociaux, le FSS, RRQ, là, celui que toi tu payes, etc. Là, il y a quelques trucs comme ça, et ça, si c'était pas syndiqué, OK, ou tu as une cotisation supplémentaire. Donc, ça, il n'y a personne qui le verse pour toi. C'est mieux de mettre de l'argent de côté parce que ta facture va être assez salée en mars prochain. Si on te demande tout à coup de sortir 30 000 $, es-tu capable de le faire? Alors, malheureusement, ça arrive souvent des gens qui arrivent après un an à avoir bien gagné sa vie, puis ils se rendent compte qu'il faut qu'ils payent des impôts au gouvernement. Ben oui, c'est comme ça que la société fonctionne. Et à quoi ils servent ces impôts-là? Ben, à nous donner des programmes sociaux et en santé, dont les gens qui travaillent dans les CCCIUS, CLSC, hôpitaux, centres d'adaptation et j'en passe, nos collègues en santé ou nos collègues physio et TPhys. Donc, c'est souvent parce qu'on regarde juste les revenus, ça peut paraître plus attrayant, euh, mais comme entreprise, ton salaire, c'est pas ton revenu, ton salaire, c'est ton profit. Ça peut aussi peut-être te faire réaliser combien ça coûte à la clinique pour laquelle tu travailles, si tu es employé en ce moment, ou l'employeur public, par exemple, pour laquelle tu travailles. Donc, qu'est-ce que ça coûte un salaire? Ça coûte bien plus que juste qu'est-ce que tu reçois dans ton compte aux 2 semaines. Pour revenir sur les sujets précédents, il faut vraiment que tu aimes ça, travailler sur ta business, parce que personne ne va te payer pour les heures que tu vas y mettre aussi. Donc là, garde en tête, si tu n'aimais pas ça, faire des dossiers non rémunérés comme employé, tu vas en faire beaucoup des heures non payées. Quand tu fais un site web pour ton entreprise, personne
personne te paye pour ça. C'est pour ton propre revenu à toi. Alors, toutes les heures que tu travailles qui sont pas payées quand tu es travailleur autonome, il faut les prendre en considération. Est-ce qu'on pense que ça vaut rien? Ben non, ça vaut quelque chose. Je ne l'ai pas mis dans mon calcul et c'est correct. Quand tu es en affaires, c'est ton entreprise, tu vas probablement y mettre beaucoup d'heures avec beaucoup de fierté. Ceci étant dit, on peut pas faire semblant que ces heures-là n'existent pas. Donc, très valorisant, tu vas avoir du contrôle, tu bâtis certainement juste une certaine valeur dans ta clinique si tu restes travailleur autonome et que tu grandis jamais. Mais pour ce que tu vas avoir appris, quand tu vas vouloir grandir plus tard, ça vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et des fois, c'est même difficile à chiffrer. Ben, évidemment, il faut garder en tête que tout ce travail-là, il n'y a personne qui va te payer pour. Donc, comment est-ce que ça prend de la valeur? Comment est-ce que ton entreprise peut grandir? Ben, c'est un peu de cette façon-là. C'est important de savoir que où tu t'en vas professionnellement pour éviter que tu te retrouves coincé dans ton propre one-woman show, one-man show, comme on le disait tantôt. Alors, en conclusion, ça, c'est des choses qui sont à prendre en considération quand on se lance comme travailleur autonome. Je retourne dans mes notes, on va faire un petit résumé. Devenir travailleur autonome, c'est dans l'entrepreneuriat. Tu vas travailler tout le temps en restant travailleur autonome toute ta carrière. Quelle est la valeur que tu crées? Donc, tout le temps que tu mets là-dedans, est-ce que ça va valoir quelque chose? Ben, comme TA, seul, pas vraiment. Et toutes ces heures-là que tu vas y mettre, est-ce que ça peut être plus payant être travailleur autonome? Ben, on vient de faire le calcul que ça peut peut-être être plus payant si tu augmentes tes tarifs. Si tu vois plus de patients, évidemment, tu as peut-être plus de contrôle là-dessus, quoique je connais pas beaucoup de propriétaires de cliniques de physio qui prendraient pas plus d'heures de travail de la part de leurs professionnels. Mais c'est trois choses qui sont importantes à savoir. C'est pas nécessairement plus payant de devenir travailleur autonome quand on fait le calcul pour vrai, pas juste quand on regarde les revenus. Quand tu regardes les revenus d'une entreprise qui rentre des revenus de 500 millions par année, bien, l'entreprise à la fin de l'année, elle peut être à moins 100 millions. Des revenus de 500 millions, des dépenses de 600 millions. Alors, ces chiffres-là sont importants à regarder. Dans un prochain épisode, peut-être qu'on pourra discuter davantage. Alors, je t'invite à me contacter, m'écrire pour me dire qu'est-ce que tu penses de tout ça. Mon désir, c'est simplement qu'on en discute, puis qu'elle soit sur la place publique pour rester éduqué sur ce genre de sujet-là et toujours dans l'objectif d'élever notre profession, d'élever la physio. Alors, merci beaucoup encore une fois de m'avoir écouté et à bientôt. Merci d'avoir écouté Élever la physio avec moi-même, François Grégoire. Pour me rejoindre, j'aime toujours ça savoir comment est-ce que tu trouves mon contenu. Est-ce que tu as des idées de sujets? De quoi est-ce que tu voudrais qu'on discute? Frankie Physio sur Instagram, sur Facebook ou à mon courriel françois@mouvementphysio.com. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À la prochaine.